1, 2, 3, fight! You win! Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour parler du UX, surtout pendant la pause déjeuner, c'est plutôt cool. Alors il y a mon slide qui est là depuis un petit moment, je vais passer les présentations, vous avez déjà eu le temps de le lire. Et on va directement enchaîner sur le sujet parce qu'on n'a que 15 minutes et parler du UX et des formulaires en 15 minutes, c'est assez court. Alors du coup, dans un premier temps, le programme de ce dont on va parler, les mots de passe, les captcha, la validation, liste de champs, les boutons et quelques bonus que vous verrez à la fin du talk. Alors, du coup, on va commencer avec le premier, les mots de passe. Alors les mots de passe, tout ce qu'on se dit à chaque fois, c'est qu'on aimerait avoir de nombreuses contraintes sur le mot de passe pour pouvoir le rendre beaucoup plus robuste quand on arrive sur un site. Vous avez ici deux exemples. À gauche, un petit site qui s'appelle, vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Cdiscount. Et de l'autre côté, un site qui s'appelle Nest, je ne sais pas si vous connaissez aussi, qui appartient à Google. Et qui, donc du coup, vous mettent pas mal de contraintes sur votre mot de passe. Généralement, c'est un petit peu comme ça qu'on réagit. Alors du coup, là, je suis en train de vous dire, OK, il ne faut pas faire ça sur votre site, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc la première chose, évitez de demander 2 fois le même mot de passe. Je pense qu'on est assez nombreux ici à avoir un mot de passe qui est assez sécurisé, avec des caractères spéciaux, où on fait une faute de frappe une fois sur 2. Donc déjà, le devoir le taper 2 fois, c'est un petit peu insupportable. Ensuite, vous voyez ça de plus en plus sur les sites, d'avoir un petit bouton avec un œil qui vous permet de révéler le mot de passe, pour pouvoir contrôler si le mot de passe qu'on a rentré est bien le bon. Au moment de l'inscription, notamment, c'est très pratique. Ça nous permet de confirmer que le mot de passe qu'on a saisi sera bien le bon et on évitera d'envoyer un mail pour changer son mot de passe systématiquement à chaque fois qu'on va aller sur le site. Ensuite, pour régler les problématiques, parce que normalement les caractères spéciaux, quand on vous les impose, c'est pour ça les problématiques de robustesse, et simplement on peut mettre un indicateur de robustesse. Il y a des bibliothèques qui existent, qui vous permettent de le calculer et aussi de vous faire des estimations du temps qu'il va falloir pour pouvoir hacker le mot de passe. Donc vous pouvez vous baser là-dessus pour pouvoir avoir les bonnes informations. Et enfin, ne bloquez pas les caractères spéciaux. J'en ai certains dans mon mot de passe à moi qui sont interdits sur plein de sites. C'est insupportable. Et je crois qu'il n'y a pas une seule bonne raison au monde pour justifier le fait qu'on ait besoin de l'interdire. Deuxième partie, les captcha. Alors les captcha, moi mon besoin c'est d'avoir un captcha vraiment très compliqué. Comme ça je suis certain que je ne suis pas un robot, parce que j'en avais encore un doute jusqu'à maintenant. Donc là on a un petit site aussi, alors vous ne connaissez peut-être pas non plus, ça s'appelle Facebook. Voilà, bon, c'est un peu la réaction qu'on a devant. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à déchiffrer le captcha dans le peu de temps que vous aviez. Même moi maintenant, ce n'est pas la première fois que je fais cette présentation-là, j'arrive toujours pas à savoir ce que c'est. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? On peut utiliser un système comme reCAPTCHA que propose Google. C'est beaucoup plus facile de sélectionner une maison que de sélectionner, d'essayer de déchiffrer ce genre de texte. Ou alors, si vous êtes en train de gérer des commentaires, utilisez quelque chose comme Akismet, donc qui fait très bien le travail pour tout ce qui est anti-spam. OK, la validation maintenant. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tout se mette très vite en rouge pour m'assurer que je me suis trompé sur le champ. Alors ici, je vais vous raconter quand même une petite histoire à côté, parce que ce n'est pas forcément très flagrant. J'ai cliqué sur le menu déroulant pour choisir le pays de mon téléphone, et là, paf, on m'a dit d'entrer un numéro de téléphone valide. J'étais en train de sélectionner le pays dans lequel j'étais. Peut-être un petit peu tôt pour le savoir. Et donc ça, c'est une erreur que fait, encore une fois, une petite boîte que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Apple. Donc voilà, un peu les yeux rouges quand tout brille et qu'il y a des erreurs de partout alors qu'on n'a encore rien saisi. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé. OK, alors qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Déjà, dans un premier temps, assurez-vous que le champ, il doit absolument être validé. Dans le cas d'Apple, on n'en est pas encore à vouloir le tester, on n'a même pas encore touché, on n'a même pas commencé à modifier ce champ-là, qu'on essaye déjà de le mettre en erreur. Ce n'est pas le bon moment par rapport à ça. Ensuite, l'erreur, vous allez la valider suivant le cas de figure, soit au blur, donc parce que vous voulez juste valider un champ et c'est dans un flow normal, soit après un délai, par exemple, si vous êtes en train de faire une vérification si l'username de l'utilisateur est
est déjà utilisé, vous pouvez le faire au bout d'un certain temps pour s'assurer que, attention, celui-là est pris ou celui-là est disponible. Ensuite, dès que vous reprenez le focus sur le champ, donc ce n'était pas le cas sur la capture que je vous ai montré avant, vous enlevez le message d'erreur. La personne est en train de faire quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir un rappel agaçant, de se dire « oui, bon, ça va, c'est bon, je me suis trompé, je suis en train de corriger ». Donc dès qu'on reprend le focus, vous pouvez l'enlever. Ensuite, donc dans le cas où un champ est validé aussi, c'est bien d'avoir un indicateur, d'avoir une petite coche verte ou quelque chose comme ça pour vous signifier que là, on est bien sur quelque chose de valide. Et enfin, prenez en compte toutes les manières de saisir. Mon numéro de téléphone personnel, il est plus facile à retenir, non pas avec des groupements de 2 chiffres, mais avec des groupements de 3 chiffres. Donc c'est comme ça que je le retiens, c'est comme ça que je le saisis. Voilà. Il faut aussi prendre en compte ce genre de manière de saisir et n'allez pas les bloquer. Et dire que c'est une erreur parce que du coup, vous devez avoir 5 groupements de 2 chiffres. Ensuite, liste de champs. J'aimerais avoir un formulaire très très long pour être capable de voir déjà d'un premier coup d'œil l'ensemble des champs du formulaire. Alors, à gauche, bon, on est dans le développement, on connaît peut-être un peu moins, c'est le site de Pôle emploi. Et à droite, on est sur la carte de fidélité Leclerc. Scroll, 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 scroll. Ah oui, il est long. Bon alors, comment est-ce qu'on va faire pour régler ce problème-là? Donc déjà, on va le découper en plusieurs étapes. Maintenant, il y a de plus en plus de formulaires d'inscription que vous allez voir qui vont fonctionner d'une manière où on va avoir un certain nombre de premiers champs, 4 ou 5, puis une étape suivante où on passe à la deuxième étape, puis la troisième étape, etc. Ça permet de découper et d'avoir un côté rassurant pour l'utilisateur. Donc là, on est sur des histoires de biais cognitifs pour l'utilisateur qui va se sentir plus à l'aise avec moins de choses à remplir. Ensuite, la deuxième chose, évitez de faire ce champ de date qu'on a avec rentrer le jour, puis sélectionner dans un drop-down le mois, puis rentrer l'année. On saisit tous les dates de la même manière. On a envie de faire le 21-03-2019. On n'a pas envie de faire autrement. Donc, un seul champ, c'est beaucoup mieux que 3. Et en plus de ça, vous pouvez rajouter un petit date picker pour faciliter l'utilisation du champ. Enfin, donc, alors ça se recoupe avec la première partie dont je vous ai parlé. Mettez un indicateur de progression. Si jamais vous avez un formulaire qui est en plusieurs étapes, indiquez bien là où vous en êtes. Il suffit que vous ayez 5 étapes. Au bout de la 3e, si l'utilisateur ne sait pas où il en est, il va en avoir marre et il a une chance sur 2 de quitter votre site. Et enfin, assurez-vous que tous les champs sont bien nécessaires. Il y a plein de situations sur plein de sites où on va vous demander quelque chose dont on n'a absolument rien à faire. Enfin, quand on prend l'exemple du formulaire de Leclerc, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir mon code postal, mon adresse? Pas forcément, ce n'est pas le but du jeu. Et là, l'utilisateur, on va faire un petit test pour savoir si vous êtes déjà arrivé de couper complètement un formulaire, de dire tant pis, je ne m'inscris pas, parce que du coup, il y a trop de champs et que je n'ai pas envie de donner cette information. Bon, voilà. Plus de la moitié de la salle. Donc du coup, réfléchissez bien à si c'est vraiment utile pour votre business et si vous en avez vraiment besoin. Les boutons. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est valider, remettre à zéro, valider, remettre à zéro, c'est tout. En fait, valider, remettre à zéro, je ne sais pas si ça vous fait la même chose chez vous ou pas. Moi, mon problème, c'est que systématiquement, quand je vois un bouton avec marqué « Envoyer dessus » ou « Valider », je me pose la question, qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà? Je suis obligé de me remonter dans ma mémoire ou remonter dans le formulaire pour me dire « Ah oui, j'étais en train de me connecter ». Vous pouvez utiliser très facilement, et ça ne demande vraiment pas grand-chose, sur un bouton de formulaire, une instruction simple. Donc plutôt que de mettre « Valider » ou « Envoyer », vous mettez « Créer le compte ». Ou vous pouvez mettre « Se connecter ». Vous pouvez mettre « Envoyer le commentaire ». Ça ne fait pas de mal, c'est très facile à faire. Et du coup, vous aidez l'utilisateur à savoir exactement ce qu'il est en train de faire et pas avoir à réfléchir à d'autres choses. Il reste concentré sur votre formulaire. Ensuite, ne mettez jamais dans une page, comme on l'a vu un petit peu avant, là, le bouton annuler, ne mettez jamais de bouton reset. Il n'y a personne qui saisit un formulaire et à la fin qui se dit « Merde alors, j'ai saisi le formulaire, en fait, je ne voulais pas. Bon, allez, j'enlève tout ça. » Bon, on va refaire un petit test. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont appuyé sur un bouton reset quand il était là, dans un formulaire? Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont fait parce qu'ils avaient vraiment besoin d'appuyer sur ce bouton reset? Ah, je serais intéressé d'avoir votre retour à la fin du talk pour ça.
Et enfin, donc, confirmer que le bouton est bien été appuyé. Hein, quand on a une application, par exemple, pour créer son compte, il suffit qu'en bas, que ce soit par exemple une application Java, ça va mettre un petit peu de temps à répondre. C'était un troll gratuit. Dans ce cas-là, mettez un indicateur, mettez le bouton en désactivé, signifiez bien que vous avez fait que vous avez bien pris en compte la requête et que c'est juste que ça prend du temps, avec un petit indicateur de chargement. Mais ne laissez pas le bouton comme ça et qu'on se retrouve à cliquer 5 fois et à la fin, qu'on nous ressorte une erreur. Hop, on revient sur le slide d'un peu avant, en nous disant « Eh ben non, le compte est déjà créé avec cet email-là. » Ben oui, forcément, j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton. Ok, bon, vous avez vu le pattern. Je vais éviter de vous mettre à chaque fois des mèmes. On va reprendre un petit peu les différentes actions qu'il va y avoir à faire aussi sur d'autres aspects. Donc, par exemple, les labels. Dans un champ de formulaire, on va souvent devoir associer à notre contenu une information pour dire ce que c'est. C'est quand même plus pratique. Donc déjà, dans un premier temps, mettez un label, pas un placeholder. Le placeholder, on va le voir dans la slide juste après, ce n'est pas du tout son usage de dire ce qu'est le champ et de ce à quoi il sert. Donc mettez bien un label qui va préciser, qui va être toujours visible. Ensuite, ne mettez jamais de label en majuscule. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que c'est beaucoup plus facile de lire un texte comme ici, où on va avoir la différence des lettres. Donc, par exemple, ne pas mettre, on a le P qui va dépasser vers le bas, le D qui va dépasser vers le haut pour le 2. C'est beaucoup plus facile à lire pour l'œil humain de faire ce genre de choses, alors que quand tout est en majuscule au même niveau, c'est plus compliqué. Ensuite, les labels, vous les mettez au-dessus du champ et non pas à côté, à moins qu'ici, il y a des personnes qui soient Don Diego de la Vega et que vous avez l'habitude de faire des Z avec vos yeux. Le but du jeu, ça va être de le mettre vraiment au-dessus et d'avoir une lecture qui va être verticale. On lit le label, il y a le champ en dessous, on le remplit. On lit le label, il y a le champ en dessous, on le remplit. Et notre regard, il n'arrête pas de bouger sur notre écran. Et enfin, ça ne coûte pas grand-chose non plus, soyez proche de votre utilisateur. Plutôt que de mettre juste « nom », mettez votre nom. Si jamais vous êtes sur un truc un peu plus sympa et détendu, même tu peux mettre ton nom. Voilà. C'est plus sympa et on a l'impression d'avoir quelqu'un qui nous parle vraiment. Donc là encore, c'est un biais cognitif. Mais du coup, c'est mieux de le faire comme ça. Au niveau du mobile, depuis un petit moment, en HTML, on a la possibilité de rajouter des types à vos champs de formulaire, type number, par exemple. Utilisez-les. De toute façon, si jamais ce n'est pas reconnu par votre navigateur, automatiquement, il va faire un fallback vers le champ texte. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Et sur mobile, ça vous aide à avoir une saisie plus facile. Donc, par exemple, quand on est dans le champ number, automatiquement, c'est le clavier numérique qui va sortir sur les navigateurs au lieu du clavier de texte et vous allez devoir passer vous-même en mode chiffre. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on a tous des plus ou moins gros doigts. Donc, le champ de formulaire, l'idéal, c'est qu'il soit à 48 pixels de haut ou de large, suivant l'élément que vous allez avoir, et que vous allez avoir toute cette zone-là qui va être cliquable et qui va vous permettre justement de sélectionner le champ de formulaire ou de sélectionner la radio box ou peu importe ce que vous voulez faire. Et enfin, évitez les selects quand il y a peu de champs. Ça ne sert à rien si jamais vous êtes dans une sélection genre, de dire homme, femme, neutre, et d'avoir pour ça un select. On va devoir cliquer pour déplier le formulaire, découvrir les champs qu'il y a à l'intérieur. Une fois qu'ils ont été découverts, on va devoir en sélectionner un, cliquer dessus, et là on aura sélectionné. Dans ce cas-là, ce que vous faites, vous prenez une radio box, vous les mettez les unes en dessous des autres, vous avez les 3 qui sont visibles dès le début, il y a juste un clic à faire. Ensuite, sur des données un petit peu diverses, sur les champs de formulaire, essayez de formater automatiquement les données. Alors faites attention à ce que ça marche bien quand même, que ça ne rajoute pas un espace et que quand la personne saisit l'espace, ça vous le remette en 2 fois, du coup ça annule le problème. Enfin, vous codez bien, ça j'en doute pas, mais faites quelque chose de bien. Quand on utilise par exemple les cartes bancaires, sur notre carte, il y a toujours des groupements de 4 chiffres. Et bien faites la même chose dans votre champ de formulaire. Ça aidera l'utilisateur à savoir exactement où il en est, ça lui aidera si jamais il a fait une erreur de retrouver où est l'erreur, parce que du coup tout sera découpé en 4 chiffres exactement comme sur sa carte. Ensuite, on est encore sur un biais cognitif, l'UX c'est beaucoup de biais cognitifs. Plutôt que de mettre des étoiles pour dire obligatoire de partout, mettez plutôt optionnel après les labels des champs qui sont vraiment optionnels. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Simplement, l'utilisateur il va avoir l'impression que plutôt d'avoir la contrainte de saisir beaucoup de choses, et plutôt à la place, il va avoir la liberté de ne pas saisir certains champs. Et donc du coup, là, il est plus content. Et enfin, quand vous mettez un message d'erreur, mettez-le en dessous des champs, donc après le champ. Donc on aura label, le champ, le message d'erreur.
et mettez une bonne explication dessus. Et j'en ai sauté un, mais on y reviendra après. Mettez une bonne explication, ne mettez pas il y a une erreur sur le champ, ça n'a aucun intérêt. La personne, le champ va déjà être en rouge, il y a du rouge de partout, il est déjà frustré par rapport à ça, c'est pas pratique. Donc les placeholders dont je parlais tout à l'heure, que j'ai sauté, le placeholder il est là pour des indications uniquement. Il va disparaître dès lors qu'on va commencer à saisir quelque chose dans le formulaire. Donc c'est pour l'aider à la saisie, pour l'aider à comprendre. Donc par exemple, vous mettez CB, uniquement des chiffres. Ou vous allez mettre, je ne sais pas moi, un IBAN, commence par FR quelque chose. Voilà. Le but du jeu, c'est d'aider l'utilisateur pour faire ce genre de choses. Et ce qui est plus important que tout ça, c'est de toujours faire attention à l'usage de votre application. Là, je vous ai donné plein de choses. Peut-être dans votre cas précis, vous allez dire « mais ça n'a pas de sens ». Peut-être que oui. Donc réfléchissez bien à ça. Et si vraiment c'est le cas, sortez de ces règles-là et faites ce qui est le mieux pour vos utilisateurs. Voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, vu qu'on a un petit peu dépassé, je ne sais pas si... non ? À l'extérieur, voilà. Vous pouvez venir voir.